Regardez-moi ça, c'est pas beau? C'est une impression sur plaque d'aluminium très légère qui ne nécessite que 2 petits clous pour pouvoir être accrochée au mur. Le plan est le suivant. Dans moins d'un mois, je vais expédier cette impression à un fan tiré au sort parmi ceux qui me soutiennent sur tipeee.com/chasseptique. Pour la petite histoire, cette impression sur plaque est exactement la même que celle que j'ai expédiée à Arnaud il y a quelques mois. Tant que j'y suis, sachez qu'il est maintenant possible d'acheter posters et t-shirts à l'effigie du Chasseptique. Je mets le lien en description. Toi qui me regardes et apprécies la qualité et le sérieux de mes vidéos, n'oublie pas que j'essaye de vivre de cette activité, ce qui est franchement pas facile. Vous avez beau être presque 100 000 à me suivre, la monétisation des vidéos ne me rapporte même pas 100 € par mois. Ajoutez à ça que je suis au final pas très à l'aise de vous imposer de la publicité. La monétisation, je l'ai par exemple pas activée sur ce vlog. Je préfère de loin le système Utip où c'est vous qui faites le choix d'aller regarder une publicité pour me soutenir si le cœur vous en dit. Le lien est en description, je compte sur vous. Petite annonce avant que je l'oublie, pour les Belges et Bruxellois fans de science, aura lieu pour la deuxième fois pendant le week-end du 26 au 28 avril, le Festival de la Science sur le plateau du Heysel. Plein d'expériences, de la réalité virtuelle, des conférences et des drones sont prévus. Je serai moi-même présent au moins un jour en qualité de parrain de l'événement. C'est totalement gratuit, et si on arrive à ce que suffisamment de monde visite le festival, on me dit que l'année prochaine, des youtubeurs français y seront même invités, ce qui moi me plairait beaucoup. Donc j'espère vous y voir nombreux, et qu'on fasse de ce truc un événement important du paysage scientifique francophone. Plus d'infos, vous savez ce que je vais dire, c'est en description. Revenons sur l'épisode 4 du Chasseptique et sur vos commentaires. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, mettez ce vlog en pause immédiatement et allez voir l'épisode avant de revenir. Alors il y a eu un couac, j'ai dit dans l'épisode qu'on avait des preuves archéologiques que la vie était apparue dès les débuts de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Grave erreur. En fait j'aurais dû dire des preuves paléontologiques. La paléontologie, c'est la science qui étudie l'histoire de la vie en général, alors que l'archéologie se limite à l'homme depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Donc clairement, j'ai pas utilisé le bon terme dans l'épisode. Merci à tous ceux qui m'ont fait remarquer cette bêtise, je promets de faire plus attention à l'avenir. Je suis un grand fan du concept de sphère de Dyson, et c'est votre cas aussi, vous avez été nombreux à en discuter dans les commentaires. Construire une sphère de Dyson, ça consiste à mettre son étoile sous cloche, afin d'en siphonner toute l'énergie. L'un de vous me dit que si on fait ça avec le soleil, la Terre va se retrouver privée d'énergie et va geler. C'est tout à fait vrai en fait, et pour l'éviter, une solution serait de laisser une petite fenêtre ouverte dans la sphère de Dyson, afin que la Terre continue d'être chauffée. Que les autres planètes du système solaire gèlent, en revanche, on s'en fiche. Fondamentalement, ça ne changera rien à nos vies si Jupiter ou Vénus gèlent à des températures proches du zéro absolu. Une autre option serait simplement d'utiliser une petite partie du faisceau d'énergie concentré que la sphère de Dyson va envoyer vers la Terre afin d'alimenter, une lampe géante en orbite. Cette lampe occuperait la position du Soleil dans le ciel pour nous au sol, de sorte qu'on ne ferait même pas la différence. La même technologie pourrait être aussi utilisée afin d'éclairer d'autres planètes, d'éviter qu'elles congèlent si on y tient. Ce que je raconte vous paraît peut-être délirant, mais n'oubliez pas que la quantité d'énergie produite par notre étoile à la seconde est phénoménale. Dans une réalité où la quasi-totalité de cette énergie serait captée grâce à une sphère de Dyson, il n'y aura plus aucune limite à ce qu'on sera capable de faire. Vous êtes plusieurs à avoir émis des doutes quant à notre capacité à construire une sphère de Dyson. Gardez en tête que même si on arrive à capter ne serait-ce que 10% de l'énergie totale de notre étoile via une sphère de Dyson partielle, cela restera le plus grand accomplissement de l'humanité. Et oui, pour la construire, il faudra beaucoup de matériaux. On devra sans doute démolir une planète complète, probablement que Mercure va y passer. Mais plutôt que d'essayer moi-même de vous convaincre que c'est faisable, je renvoie les intéressés vers une vidéo de la chaîne In a Nutshell, vidéo que j'ai déjà moi-même regardée plusieurs fois, tant ça fait rêver. Alors comment détecter des sphères de Dyson construites par des entités intelligentes ailleurs dans la galaxie ? Ce problème dépasse mon niveau de compétence. Je suis loin d'être nul en physique ou en chimie, j'ai même un diplôme de niveau bachelier en chimie, mais l'astrophysique, je dois avouer, je suis pas un expert. Je vais toutefois me risquer à un élément de réponse, donc à prendre avec des pincettes. Voici la galaxie sans sphère de Dyson. Voici ce à quoi je pense qu'elle devrait ressembler si une ou plusieurs espèces intelligentes s'amusaient à faire des sphères de Dyson. Vous voyez la différence ? Là où la galaxie a été colonisée, c'est devenu fort sombre, précisément parce que toute l'énergie est siphonnée. En pratique toutefois, cette situation n'est pas celle qu'on observe en levant les yeux au ciel. Diabolo51 nous dit « La sphère je sais pas, mais les aspirateurs disons ça existe ».
Je savais qu'au moins une personne allait faire une blague du genre, ce qui ne m'empêche pas d'en sourire. Moi, l'humour, que ce soit pourri ou pas, j'adore ça, et je suis d'ailleurs pas difficile, qu'il s'agisse de blagues pipi-caca, d'humour nazi ou de blagues de cul, je prends tout. D'ailleurs, vous connaissez celle du type qui a 5 bits ? Son slip lui va comme un gant. Boris me dit que si un jour on détecte de façon certaine une vie intelligente ailleurs, ça foutra toutes les religions à terre. Je trouve le sujet extrêmement intéressant. Mon opinion là-dessus demeure toutefois celle exprimée en fin de vidéo chez AstronoGeek. Ça changera que dalle. Les croyances de certains seront peut-être un peu secouées, mais je ne m'inquiète pas pour eux. Les plus fainéants nieront simplement les preuves, et les plus mentalement agiles trouveront un moyen d'intégrer cette nouvelle donnée dans leur édifice de croyances sans que tout s'écroule. Les preuves de l'âge avancé de notre planète n'ont pas mis les religions à terre. Les preuves que nous ne sommes pas le centre de l'univers non plus, ni les preuves de l'évolution. Je crois pas qu'une quelconque découverte scientifique sonnera la fin de la religion, sinon ça se serait déjà produit. Selon moi, ce qui a le plus de chances de mettre fin aux religions, c'est l'éducation à la pensée critique. Et je précise en disant ça que le but de la pensée critique n'est pas d'abattre les religions, mais que la perte de croyances religieuses semble inévitable chez les individus ayant vraiment compris les principes de base du scepticisme. Clem844 désapprouve mon usage de photochat tout au long de la vidéo. Il n'est pas le premier à me laisser un commentaire du genre, et il sera pas le dernier. Message à tous ceux qui sont révulsés par ces photos de chat qui cassent le sérieux de mes propos et me retirent toute crédibilité, je me fais un devoir de continuer à le faire, ne serait-ce que pour vous emmerder. J'en profite pour signaler que toutes les photos qui passent sur mon fond vert sont des photos envoyées par mes fans, souvent par ceux qui me soutiennent sur Tipeee. J'ai un petit regret avec ça d'ailleurs. Vous m'envoyez toujours plein de photos adorables, mais jamais de vidéos. Ça me ferait plaisir d'aussi avoir des vidéos de vos chats pour changer. Il y a une chose qui est très claire à la suite de l'épisode 4, c'est que vous avez adoré la collaboration entre moi et Arnaud. Oui, on va en faire au moins une seconde, lui et moi avons déjà un accord de principe. En revanche, une chaîne à deux comme certains le suggèrent, c'est pas au programme, désolé. Même si je dois avouer que le nom Chastronogeek ou encore l'astronomie expliquée à mon chat, ça claque, moi ça me plaît assez, mais c'est pas au programme. Dans mon précédent vlog, j'ai promis de répondre à quelques questions plus personnelles qui me seraient adressées dans les commentaires. Victor par exemple me demande quel est mon jeu favori. Alors moi j'ai été longtemps un gros joueur de jeux vidéo, c'était ma façon d'échapper à une réalité pas toujours très rose quand j'étais plus jeune, et c'est encore le cas aujourd'hui quand ça va pas, j'ai beaucoup joué en 2018 par exemple, et mon jeu favori en 2018 ça a été de très loin Subnautica. Vous n'avez pas idée des terreurs, et je pèse mes mots, que ce jeu a généré en moi à mesure que j'ai dû descendre de plus en plus profondément dans les abysses pour trouver des ressources rares. Je me suis senti tellement seul et livré à moi-même dans ce jeu, je manque honnêtement de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en y jouant, et je sais que ça va en faire ricaner certains, mais les dizaines d'heures que j'y ai passées ont été pour moi une vraie expérience. Quand j'étais en début de thèse, il y a un jeu dans lequel j'ai passé un temps complètement déraisonnable, et ce jeu c'est Anno 2070. Je me souviens de mes débuts humbles dans ce jeu, où j'essayais piteusement de produire de quoi satisfaire ma métropole sur des territoires éparpillés un peu partout, avant d'en arriver à une rationalisation extrême où je couvrais des territoires entiers de champs et d'usines selon un schéma préétabli et redoutablement efficace. J'ai d'ailleurs retrouvé des captures d'écran pour vous montrer jusqu'où j'ai été dans mon délire et dans mon organisation industrielle. Il y a une grande leçon que j'ai tirée de ce jeu, c'est que quand on est seul et qu'il y a beaucoup à gérer, la meilleure façon d'obtenir des résultats, c'est de centraliser les choses au maximum et de réfléchir selon les schémas les plus simples possibles. Pourrais-tu nous parler de ton expérience de doctorant ? Je suis en Master 1 et la recherche me tente. Alors moi je suis un scientifique convaincu et bien que j'ai arrêté la recherche, j'encourage vraiment tous ceux qui ont la possibilité de devenir chercheurs de se lancer là-dedans. Toi qui m'as écrit ce message, réalise bien quand même que c'est pas un job facile et que c'est pas forcément bien payé non plus. Ma propre thèse, il y a eu des hauts, mais il y a aussi eu beaucoup de bas où j'ai failli jeter l'éponge. Les hauts, c'est quand ton papier de recherche est accepté pour publication dans une revue scientifique. Les bas, c'est quand il est rejeté pour la seconde fois et que tout le monde se met à te donner des conseils contradictoires, que tu en viens à te demander si l'acceptation ou le rejet de ton papier dans une revue scientifique n'est pas juste une question de bol. C'est vraiment en faisant ma thèse que j'ai appris le plus sur le plan scientifique, davantage que durant tout le reste de mes études. En termes de développement personnel, mon doctorat est ce qui m'a le plus fait avancer dans la vie. Dis-toi aussi qu'au pire, si jamais le job te plaît pas, il te suffit de changer de job, tu te risques pas à grand chose en essayant. Donc mon conseil c'est, passe pas ton temps à douter, arrête de douter et fonce. D'où vient ta diction si particulière ?
C'est vrai que ça revient à presque chaque vidéo, vous êtes très nombreux à trouver ma voix, ma diction, mon accent agréable. Pourtant, il n'y a aucun secret, hein. Je fais aucun effort particulier quand je parle, c'est juste ma façon naturelle de parler, que je sois en cours, que je sois occupé à faire mes courses ou au téléphone avec un ami. Tu fais quoi en dehors de YouTube? Ah ben carrément rien, hein. J'ai complètement foutu en l'air une carrière de data analyst prometteuse où je me faisais d'ailleurs de l'or en barre pour poursuivre mes petits rêves de vulgarisateur avec vous. Mais je regrette rien et je vais tout faire pour continuer ce que je fais maintenant. Alors dire que je ne fais que YouTube pour le moment, c'est pas tout à fait vrai, hein. En réalité, je suis professeur invité à l'université de Louvain-la-Neuve, c'est quelques heures de boulot par semaine, j'adore le job, et puis aussi, ça m'évite d'être dans le rouge en fin de mois parce que malheureusement, vous n'êtes pas encore assez nombreux à me soutenir sur Tipeee. Quel est votre théorème mathématique préféré? Alors c'est pas très original pour un statisticien, mais moi le théorème que je kiffe, c'est le fameux théorème central limite, sur lequel la moitié de la statistique est basée. Je viens d'ailleurs de réuploader ici une vidéo de mon ancienne chaîne à propos de ce théorème, ainsi que la vidéo sur la loi des grands nombres dont je suis également très fan. Est-ce que tu sais parler flamand? Het antwoord is ja, maar het is wel mijn derde taal en ik maak nog veel fouten. In ieder geval kan ik een Nederlandstalige verstaan zonder moeite, ook kijk ik bijna dagelijks naar de Vlaams of Nederlandse televisie op het internet. Mijn lievelingsprogramma heet ZML, dat heel populair in Nederland is, en ik ben echt een fan van de kerel die dat programma maakt. Hij heet Arjen Lubach en is een heel beroemde scepticus, althans in Nederland. Laten we naar een videofragmentje van zijn YouTube-kanaal kijken. Wat doet een kinesioloog? Eigenlijk door de beweging te doen krijgen we een ja of een nee. Daar gaat hij. Hoor je het? Daar is hij. Hier is de kracht. En hier is de onbalans. Hier is de kracht en hier is de onbalans. Dat zeg ik altijd als ik iemand van zijn brommer trap. En aan haar dan ook nog even de klassieke vraag: is het niet gewoon een soort placebo-effect? Is het niet gewoon de aandacht en jouw persoon en karakter die zorgen dat ik mij gehoord en gezien voel? Ik persoonlijk zou dat niet eens erg vinden als dat zo was. Deze mevrouw, een kinesiologe, zegt dus dat ze het persoonlijk niet zo erg zou vinden als alles wat ze tegen haar patiënten zegt totale bullshit zou zijn. En daarna zegt ze nog meer, maar op de een of andere manier raak ik nogal afgeleid. Ik denk dat het komt door de geluidsman van Brandpunt, want, nou ja, luister maar, dit hebben wij niet zo gemaakt. Dit is echt hoe het op tv was. Ik persoonlijk zou dat niet eens erg vinden als dat zo was. Maar ik denk dat als ik zo'n drukke praktijk heb, het alleen daarom zou gewoon niet zou werken. Ik denk dat het meer is. C'est tout pour ce vlog, n'hésitez pas à me poser des nouvelles questions en commentaire pour le prochain et à très bientôt pour la suite. Je m'éclate avec cette nouvelle chaîne, j'espère que vous aussi.